Bonsoir, nous sommes le mardi 27 octobre. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. Comme chaque jour, nous revenons sur l'actualité locale entourée de nos invités et de nos journalistes de la rédaction. Tout de suite, on commence avec les titres de cette édition. Les 600 chercheurs de l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique installé à Rocancourt depuis 1967, s'apprêtent à faire leur valise pour Paris. Un déménagement que n'apprécient pas les élus locaux, les explications à suivre. Les 6 et 13 décembre se dérouleront les élections régionales. La campagne officielle débute, les candidats déclarés en Ile-de-France. Leur programme, nous ferons le point dans cette édition. Et enfin, Nightfare, un thriller survival produit à l'aide du crowdfunding et qui a été tourné à Saint-Quentin en Yvelines. C'est signé Julien Seri. Il nous en parlera en plateau dans quelques instants, sortie programmée le 13 janvier. Et pour ouvrir cette édition, les chiffres du chômage, ils ont été communiqués hier pour le mois de septembre. Dans le département, le nombre de demandeurs d'emploi de la catégorie A, c'est-à-dire ceux qui n'exercent aucune activité, a reculé de 1,4% au mois de septembre. Il y aurait 890 chômeurs de moins inscrits à Pôle emploi qu'au mois d'août dans les Yvelines. Une légère amélioration, mais sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi de la catégorie A augmenté de 2,8%, toutes catégories confondues. Le nombre de chômeurs s'établit à 90 790 inscrits dans les Yvelines, un chiffre stable par rapport au mois d'août, mais en hausse de 5,3% sur l'année. Et cet après-midi, en gare de Versailles-Chantier se tenait un meeting public d'information syndicale organisé par la CGT Cheminots de Versailles. Rejoints exceptionnellement par des représentants de syndicats étrangers, chypriotes et portugais, les syndicalistes ont abordé les élections professionnelles à la SNCF, mais également leurs revendications concernant les récentes suppressions de postes et fermetures de lignes. On écoute les précisions de Mathieu Bollet-Reda au micro de William L. Ce qui est très intéressant, c'est que ça nous a permis d'échanger des expériences, d'échanger des analyses. On voit que la situation est partout la même, c'est-à-dire que partout, on attaque les services publics, on attaque les conditions de travail des travailleurs, on casse les conventions collectives, partout, au nom de la libre concurrence, la concurrence libre et non faussée de l'Union européenne. Et donc partout, il y a des réactions, il y a des luttes et des résistances. Et parfois même des victoires. Je prends l'exemple au Portugal, la compagnie ferroviaire, elle est encore unique, elle est encore intégrée, et elle dispose encore du monopole public ferroviaire sur le transport de marchandises et de voyageurs. Pour nous, résister, c'est exister, et on peut continuer à se battre et gagner dans ce pays un service public ferroviaire de qualité. Mobilisation à présent. Hier après-midi, une cinquantaine d'avocats se sont rassemblés devant le tribunal de grande instance de Versailles pour protester contre la réforme de l'aide juridictionnelle prévue par le gouvernement. Cet appel à la grève a été lancé par le Conseil de l'ordre du barreau de Versailles qui exige le retrait des mesures actuelles. Il demande au pouvoir public de procéder à une véritable réforme du financement de l'aide juridictionnelle. Une réponse de la garde des Sceaux et ministre de la Justice, Christiane Taubira, est attendue dès cette semaine. Frédéric Landon, bâtonnier de l'ordre, envisage de durcir le mouvement s'ils n'obtiennent pas satisfaction. On l'écoute au micro de Camille Lambert. Nous faisons grève jusqu'à mercredi prochain, fin de journée. Et si nous n'avons pas des propositions sérieuses et concrètes, on va poursuivre ce mouvement et le durcir. L'objectif, il est très clair. Soit on nous donne satisfaction parce que nos propositions sont justes et raisonnables, soit on ne nous donne pas satisfaction et on ira jusqu'à bloquer le fonctionnement de la justice dans ce pays. Il faudra qu'un jour l'État mette de l'argent pour la justice, et notamment le juridictionnel. Et en réalité, ce combat, on le mène pour 9 millions de nos concitoyens qui ne peuvent accéder au droit et à la justice par leurs propres moyens financiers. L'INRIA, l'Institut national de recherche dédié au numérique installé à Rocancourt depuis 1967, va bientôt déménager à Paris. Le siège social restera dans la commune, mais 300 chercheurs seraient concernés par ce départ qui devrait être terminé d'ici la fin du mois de janvier. La nouvelle, elle, n'est pas très bien reçue par les élus locaux, William L. et Patrick Jacques de Dixmude. C'est un projet prévu depuis 2007 qui s'est accéléré ces dernières semaines. Avant la fin du mois de janvier, l'ensemble des services de support à la recherche quitteront les locaux de l'INRIA à Rocancourt pour le site de Paris. L'objectif, rassembler étudiants et chercheurs sur le même périmètre. Nos chercheurs travaillent dans des équipes de recherche en lien avec les partenaires académiques et en particulier avec beaucoup d'étudiants dans les équipes. Nous avons cherché un nouveau site bien évidemment pour nous rapprocher de nos partenaires, comme je viens de vous l'indiquer, mais également dans un premier temps, simplement pour essayer de se rapprocher des transports en commun. Et donc nous avons étudié de nombreuses possibilités dans les Yvelines, aucune n'en a abouti. C'est finalement place d'Italie à Paris que les 300 chercheurs concernés s'installeront, un déménagement assez mal reçu du côté des élus locaux.
Nous n'avons pas du tout été associés au déroulement de l'histoire. On apprend un petit peu par hasard que l'INRIA quitte Rocancourt pour Paris. À l'époque, c'était en 2007, des promesses très importantes avaient été faites par le Conseil général à l'INRIA pour les maintenir sur place, rénover les bâtiments et garder cet institut de prestige dans les Yvelines. Le conseil départemental et Versailles Grand Parc comptent tout mettre en œuvre pour conserver le siège social qui pour l'instant reste sur le site de Rocancourt avec ses 120 employés, l'antenne de Saclay n'étant pas concernée par ce déménagement. INRIA ne quitte en aucun cas le plateau et le projet de Saclay. Il y a une grosse partie de la recherche académique qui se fait dans la région française, qui se fait dans la région Île-de-France. Et dans nos domaines, il y a 2 très gros pôles d'attractivité qui sont à la fois le plateau de Saclay et puis le centre de Paris. Et donc INRIA a décidé d'avoir 2 de ces 8 centres de recherche dans la région Île-de-France. Avec ce départ, 7 hectares seront libérés par l'Institut. Le transfert devrait être terminé d'ici la fin du mois de janvier. Et depuis lundi, nous sommes entrés dans la campagne officielle des régionales. Aujourd'hui, nous faisons le point dans ce journal sur les candidats qui se présentent en Ile-de-France. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Flora, nous allons faire le point également sur leur programme à ces différents candidats. Maintenant un peu moins de 6 semaines du premier tour, avec tout de même une précision. Les listes n'ont pas encore été déposées en préfecture, elles vont donc pouvoir évoluer. Des fusions, des nouveaux noms, cela semble assez peu probable. Quelques abandons en revanche, c'est plus envisageable. Il y a en Ile-de-France 209 conseillers à élire. Rappelons-le, l'élection régionale, c'est un scrutin de liste comme pour les municipales. Et en Ile-de-France, combien de listes se sont manifestées? À ce jour, 11 listes. Voici le tableau récapitulatif. Avant de rentrer dans le détail, on retrouve Claude Barthelone, Valérie Pécresse, Valleran de Saint-Just, Europe Écologie et Les Verts. Le Front de gauche se présente seul, pas d'alliance donc. Puis viennent ensuite un peu plus loin les listes menées par Aurélien Véron pour le Parti libéral démocrate ou encore François Asselineau pour l'Union populaire républicaine. Des listes qui plafonneraient à moins de 1% seulement selon les sondages de ces derniers jours. Et si l'on en croit ces sondages, justement, c'est Valérie Pécresse qui pourrait l'emporter face à Claude Barthelone dans le cadre d'une triangulaire avec Valleran de Saint-Just, crédité lui de 20% d'intention de vote. On rappelle que pour se qualifier au second tour, il faut faire plus de 10% des voix et 5% pour pouvoir fusionner. Et côté programme à présent? Bien sûr, je ne vais pas vous résumer l'intégralité des propositions des candidats en quelques minutes. On va juste dégager quelques grandes lignes du côté de la droite, du centre droit. Valérie Pécresse mise beaucoup sur le transport. Cela fait plus d'1 an qu'elle est en campagne. Elle était d'ailleurs déjà candidate lors des précédentes élections. Elle propose par exemple 2500 places près des gares dans les Yvelines, des places gratuites pour les utilisateurs du pass Navigo ou encore des lignes de bus en site propre, pourquoi pas à Saint-Quentin en Yvelines, entre Magny, les Hameaux et Saclay, mais ça n'est pas sa seule priorité. Elle parle également d'emploi. Le grand combat de la région, c'est la lutte contre le chômage. On dit, mes adversaires ont dit qu'il y a 200 millions de budget pour le développement économique. C'est pas vrai. La région a 5 milliards de budget et dans son budget, elle fait des transports, de la formation, des lycées, de l'université, de la recherche. Tout ça, ça doit être mis au service de la création d'emplois. C'est pour ça que j'ai dit que je voulais être un président entrepreneur qui va aller créer de la richesse, chercher les investisseurs, chercher les crédits européens et que la région sera pro-entreprise. La région est détenue par les socialistes depuis 17 ans, mais ça n'est pas Jean Peluchon, le président sortant, qui va défendre les couleurs de sa formation. C'est le président du Perchoir, Claude Barthelone. Il quitterait bien la tête de l'Assemblée nationale pour celle de l'Île-de-France et pour convaincre les électeurs. Il défend le bilan de son prédécesseur et propose aussi, par exemple, de bloquer les augmentations de la fiscalité régionale pour les contribuables et les entreprises ou encore de déployer l'encadrement des loyers dans toute la région. Il propose aussi une prime régionale à la casse pour les propriétaires d'un véhicule professionnel ou utilitaire diesel. Seulement son principal handicap, c'est de ne pas avoir réussi l'alliance à gauche. On l'a évoqué tout à l'heure, ces anciens partenaires qui sont d'ailleurs assez sévères d'Europe Écologie Les Verts au front de gauche. Pour Pierre Laurent, le responsable du Parti communiste, la région dépense trop et mal. Le gros problème de cette région, c'est qu'elle est une région riche, mais divisée par les inégalités et qu'il faut rééquilibrer très profondément son développement en mettant la priorité sur la réponse aux besoins sociaux des franciliens, le logement, les transports. Et je crois que s'il y a quelque chose de neuf à dire, c'est surtout sur la manière dont on peut financer autrement tous ces besoins, en allant chercher des recettes du côté des banques et du côté de la richesse des entreprises, qui est aujourd'hui mal utilisée, parfois même aussi les fonds publics qui le sont mal. Maîtriser les dépenses, c'est aussi ce que l'on retrouve du côté du Front National. La formation d'extrême droite va réaliser, si l'on en croit les différents éditorialistes, un score sans précédent. Il faut dire qu'aujourd'hui, le parti de Marine Le Pen n'a aucun élu dans l'Assemblée francilienne.
Je commence par une baisse de la masse des dépenses de la région, de 2% par an sur toute la mandature. C'est une question de principe, de choix politique et une question symbolique. Enfin, une question symbolique qui aboutira à 180 millions d'euros de baisse de dépenses. Et alors, cette baisse de dépenses pourra participer d'une baisse de la fiscalité et pourra par ailleurs être réorientée vers d'autres dépenses de la région que nous souhaitons favoriser par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Reste que pour progresser encore dans les sondages, le Front National doit aussi compter avec Nicolas Dupont-Aignan. Debout la France qui flirte avec les 10% d'intention de vote et des idées parfois très proches. Écoutez d'ailleurs la position de ce dernier sur le Grand Paris. Le problème de fond de la région, c'est que c'est la région la plus prospère de France, où l'on vit le moins bien. Et ça ne peut pas durer. Donc il faut, à mon avis, que la région se concentre sur ses compétences et règle le problème des transports. C'est pourquoi d'ailleurs je suis hostile au projet fou du Grand Paris et je veux qu'on entretienne et qu'on rénove les transports déjà existants. Et c'est pourquoi aussi je crois que la liste des usagers s'est ralliée à ma liste. Vous venez d'entendre quelques-uns des 11 candidats qui se présentent en Ile-de-France. Bien sûr, ils vont tous s'exprimer sur cette antenne d'ici le premier tour du 6 décembre dans un respect de l'équité, comme le recommande le CSA depuis lundi. Voilà pour l'essentiel de la campagne des régionales. Et pour un point plus complet, donc le 7-8 politique le mardi à 18h30 en direct. Et pour cette édition du 27 octobre, je recevrai François Asselineau, le président de l'UPR, la tête de liste dans notre région. Merci Wilfried. Et l'association Trappe Action Solidaire organise de nombreuses collectes, fournitures scolaires, vêtements ou encore denrées alimentaires. Créée il y a seulement un mois et demi, son but est de venir en aide aux familles démunies de la ville. Samedi, elle était présente au centre commercial des Meurisiers pour faire appel à la générosité des trappistes Fanny Bourdillon et Elodie Moine. Des boîtes de conserve, des sacs de riz, des produits d'hygiène. Peu à peu, les cartons de l'association Trappe Action Solidaire se remplissent devant ce supermarché de la ville. Moustapha Ben Lassen, le président de cette toute nouvelle association, a grandi dans un quartier HLM de Trappes. Il veut venir en aide aux familles les plus démunies de la ville. On essaye de faire en sorte que les habitants de Trappes aident les familles de Trappes. Donc en gros, nous sommes juste un intermédiaire. Nous redistribuons ces aliments à des familles qui sont dans une très très grande précarité. Nous distribuons des prospectus en expliquant nos actions, sachant que l'avantage c'est qu'on demande des dons, mais aussi on explique les actions que nous menons. Et on demande beaucoup de produits alimentaires tels que les pâtes, le riz, l'huile, des gâteaux, du lait, tout ce qui est denrées non périssables. Les bénévoles, tous trappistes, distribuent des prospectus aux clients du magasin. Si certains ressortent sans s'arrêter, pour d'autres, c'est un geste tout à fait normal. Faut aider les autres, tout simplement. Nous, on a tout et eux, ils n'ont rien. C'est un geste pour l'humanité, mais normalement, on est tous des humains. On doit aider l'un à l'autre. J'avais un chariot, je l'ai rempli. C'est la moindre des choses. J'ai partagé mes courses en deux. Créé il y a moins de 2 mois, Trappe Action Solidaire accompagne déjà une centaine de familles. Et il est temps de parler cinéma. À présent, nous recevons ce soir en plateau Julien Serry. Bonsoir. Julien Serry, merci d'avoir accepté notre invitation. Normal. Alors, vous êtes le fondateur de la société Daigoro Film. Vous avez en grande partie écrit et réalisé Yamakasi, Les Fils du Vent ou encore Scorpion avec Clovis Cornillac. Vous êtes ici pour nous parler de votre film Nightfare qui est sorti en avant-première hier. Exactement. Alors si je résume l'histoire, c'est l'histoire de 2 amis qui rentrent en taxi de Paris un soir et décident de faire un taxi basket, donc de ne pas payer la course. Mais le chauffeur, lui, va les poursuivre et pas forcément pour l'argent. On en parle tout de suite après cet extrait. Yo Chris, long time no see, huh? I'm gonna give you a hell of a buzz. Ici c'est Paris! Come on, dude. Where the fuck are you going, man? To the hotel. I'll get a taxi. And we'll pay a visit to my friend in my neighborhood. After party. Bah là, c'est très bien, monsieur, on va descendre là. Chris, let's go! Merci pour la course, hein! Garde la monnaie, mon gars! You haven't changed one bit, have you? Why you just pay the man? Why you playing the big gangster? Oh putain. Shit, is that him? I don't know, man. Putain, il va pas me casser les couilles pour 50 balles, lui. Je crois que votre carrosse est arrivé, les mecs. Vas-y, dégage, là. C'est ça que tu veux, enculé? Va viens le chercher, là.
the fucking taxi driver. Alors Julien Serré, nous l'avons vu, c'est un film d'action, mais c'est aussi un peu un film d'auteur. Il a été tourné en seulement quelques semaines à Saint-Quentin en Yvelines. Oui, on a tourné le premier tournage a duré 3 semaines sur Saint-Quentin. Et puis un mois après la fin du tournage, j'ai décidé de repartir en shoot et on a retourné une petite semaine. Donc en tout, on a dû tourner 24 jours. Comment on fait pour tourner un film aussi rapidement ? Et je crois que je ne sais toujours pas comment. De toute façon, on n'avait pas le choix. Donc on avait un petit budget, on n'avait pas beaucoup de temps. Il fallait évidemment respecter le planning, les délais. Et puis on a tourné au mois d'août parce qu'on savait qu'on allait mettre les enfants en vacances. Et donc il fallait qu'on finisse fin août parce que début septembre, c'est la rentrée des classes. Et ça a été facile parce qu'il y a beaucoup de cinéastes français qui ne veulent pas tourner en France, qui s'exilent un peu justement pour des problèmes d'impôts. Vous avez eu des facilités à tourner ici à Saint-Quentin-en-Yvelines ? On a eu des facilités, oui, parce que la ville nous a superbement accueillis. On a vraiment été aidés par toute la commune. Donc on n'a pas eu d'aide financière, mais on a eu une aide logistique. Et justement, qu'est-ce qui vous a plu ? Pourquoi vous avez choisi justement ce territoire pour tourner ? Alors on a choisi Saint-Quentin. En fait, Paul Mignot, l'un des coproducteurs, a grandi ici. Et sa maman vit encore ici, Chantal Mignot. Et donc un soir, Paul me dit, mais écoute, ce que tu me racontes du film, il faut que je t'emmène à Saint-Quentin. Donc on est venu en repérage une nuit. Et j'ai trouvé la ville assez incroyable visuellement, très très riche, avec des décors déjà mis en lumière. Ce qui, pour un petit budget comme moi, de ne pas avoir à rééclairer toute la ville, c'était une grande aide. Alors voilà l'idée du film. Donc il y a aussi ce chauffeur de taxi. C'est un ancien, je ne sais pas comment on dit, de combattant de MMA, on peut le dire comme ça. Voilà, c'est un ancien combattant de l'UFC, la fameuse organisation. C'est un de nos plus grands champions français, Jess Liodin. Et j'ai tout de suite pensé à lui quand j'ai visualisé ce driver, cet homme un peu difficile. Et l'idée du film vous est venue comment ? En fait, un ami à moi qui s'appelle Taroubi, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, il m'a raconté une de ses soirées. Il est rentré chez lui et il a fait un taxi basket. Et le driver ne l'a pas lâché toute la nuit. Et quand il m'a raconté ça, je me suis dit, mais c'est vrai que ça ferait une super idée pour un film de genre efficace et dynamique. Alors justement, c'est un projet spécial aussi, parce que vous l'avez tourné en quelques semaines, mais il a été financé par des fonds privés sur la plateforme Ulule. C'était une idée, comment c'est un petit peu venu ? Ça restait dans l'idée de faire un film dynamique, très rapidement ? Oui, en fait, moi, ça faisait 8 ans entre mon précédent film Scorpion et Night Fair, ça faisait 8 ans que je n'avais pas réussi à monter un film. Donc j'étais vraiment sur le point d'arrêter ce métier. Et quand j'en ai parlé à Pascal Cid et Paul Mignot, deux des coproducteurs, ils m'ont dit qu'ils n'étaient pas vraiment d'accord avec cette idée, que j'arrête. Ils ont démarré avec moi dans le métier. Et ils m'ont proposé un deal, ils m'ont dit on part en vacances ou on fait un film. Donc il a fallu qu'en 3 mois, on écrive, on caste, on finance et on tourne un film. Alors que normalement, un film, ça met 3 ans à se faire. Donc en fait, on a décidé de financer le film autrement que par les structures habituelles. Donc on a trouvé de l'argent des fonds privés et on a aussi utilisé Ulule. Au départ, Ulule a été surtout choisi dans l'idée de créer une famille autour du film, une espèce de communauté de fans et de personnes motivées. On savait qu'ils allaient nous aider à communiquer autour du film. Mais quand on a lancé le film, on n'avait aucune garantie que le film allait sortir. Et puis le film dérangeait un peu, puisque c'est un vrai film indépendant, qu'on a fait sans l'aide de personne. C'est vraiment votre fanbase un peu, si on peut dire, qui a participé au film, où vraiment il y a des gens, des autres auteurs ou du monde du cinéma qui se sont dit on s'implique parce qu'on veut que Julien Serré continue à faire des films. Alors c'est vrai que j'ai ma fanbase, entre guillemets, qui était vraiment présente, mais c'est vrai que j'ai aussi reçu l'aide de grands metteurs en scène, comme Jean-François Richet, Mathieu Kassovitz, Yann Kounen, Bruno Aveillant, Xavier Jans, Fred Cavaillé, Florent Emilio-Siri et plein d'autres, Fred Telly et plein d'autres, qui m'ont tous soutenu dans cette démarche de cinéma en fait. Ils m'ont dit,
c'est la première fois, je pense que c'est assez historique, que autant de metteurs en scène, entre guillemets, meilleurs que moi, meilleurs qu'un metteur en scène, viennent le soutenir pour faire son film. Et même certains ont mis de l'argent dans le film. C'est aujourd'hui vraiment une nouvelle façon de faire du cinéma, le financement privé. Vous pensez que c'est quelque chose qui va se développer dans l'avenir? En tout cas, moi j'ai pu faire ce film grâce à ça. Je pense que ça va se démocratiser, parce que je pense aussi que c'est vrai que quand on veut faire un cinéma différent, quand on veut faire des propositions de cinéma, un cinéma un peu plus singulier, ça devient plus difficile aujourd'hui d'avoir les aides de l'État et d'avoir les aides des chaînes de télé. C'est possible, évidemment. Et je pense que Night Fair, on a la chance d'avoir trouvé un distributeur qui sort le film en salle, d'avoir déjà vendu le film dans plus de 20 pays. Donc, le film est très très bien accueilli. On a déjà gagné un festival aux États-Unis, on a repris le prix du meilleur film au festival de Denver, on a 19 festivals au compteur déjà en quelques mois. Donc, je pense que tout d'un coup, j'espère que ce film va pouvoir prouver aussi au métier qu'on peut faire un cinéma un peu plus différent, un peu plus singulier, mais qui intéresse le public évidemment. Pourtant, alors votre film a été, vous l'avez diffusé dans de nombreux festivals, 19, il a été salué par la critique. Pourtant, vous décalez la date de sortie. Alors hier, c'était l'avant-première, mais le film sortira le 13 janvier. Pourquoi? Alors pourquoi? Évidemment, ce n'était pas prévu. On a mis du temps à prendre cette décision, mais en fait, il s'avère qu'aujourd'hui, 3 films tiennent la moitié du marché. Il y a à peu près 6 000, 6 500 écrans en France, et 3 films, je crois que c'est Aladdin, Transylvania et Seul sur Mars, qui détiennent à eux 3 000 écrans. Donc on a bien compris que de toute façon, pour un petit film comme nous, ça allait être difficile de combattre. Et puis évidemment, la semaine prochaine, il y a James Bond qui sort, et puis après, il y a Hunger Games, et puis après, bref, voilà. Donc on s'est dit, bon, on veut bien être courageux, mais pas kamikaze. On veut pas tuer le film comme ça, et on veut lui donner un maximum de chances pour qu'il touche son public. Donc on va bénéficier de 3 mois supplémentaires avant que le film sorte. Donc on va pouvoir faire plus d'avant-premières et beaucoup plus communiquer sur les réseaux sociaux et sur tout un axe de communication un peu plus, lui aussi qui sera un peu plus singulier, parce qu'on n'a évidemment pas les moyens de communiquer comme toutes ces grosses productions. Alors Night Fair, ça sort le 13 janvier 2016. On espère qu'il sera visible, en tout cas, dans les salles de Saint-Quentin en Yvelines, puisque c'est là qu'il a été tourné. Aussi, d'ailleurs, il va falloir qu'on vienne faire une avant-première ici. Et bien peut-être avant-première, et peut-être qu'on vous recevra une nouvelle fois. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Julien Seri d'être venu avec nous. Et plusieurs films aussi lui ont été consacrés, ainsi qu'à son procès. C'est celui du tueur en série américain Ted Bundy. Les étudiants de l'association Juriste Tribune de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines ont reconstitué son procès vendredi dernier au tribunal de grande instance de Versailles. Nous y étions, regardez. Novembre 1977, c'est à ce moment que s'ouvre le procès de Ted Bundy. Ted Bundy, c'est un des tueurs en série les plus connus des États-Unis. Il aurait assassiné environ 30 victimes entre 1973 et 1978 dans plusieurs États. Et c'est ce procès que les étudiants de l'association Juriste Tribune de l'université de droit de Saint-Quentin en Yvelines ont choisi de rejouer au tribunal de grande instance de Versailles. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'entre-gens, qui avait beaucoup de capacités en fait de raisonnement, et il a décidé, comme ça peut arriver dans un cas réel, y compris en France, de se défendre tout seul. Étudiants et professeurs, chacun s'est plongé dans son rôle. C'est Yacine qui est en charge de rejouer le tueur en série. Si Ted Bundy a été condamné à la peine de mort, aujourd'hui l'issue pourrait être différente pour le jeune étudiant en droit. Le droit de la preuve, c'est là que j'ai vraiment beaucoup travaillé, parce que c'est vrai que les preuves qui sont assez accablantes, mais vous verrez pendant le procès, il peut y avoir des failles. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Après, sur aussi l'interprétation et l'interrogation des témoins. Une approche concrète du droit pour ces étudiants qui, pour la plupart, n'ont jamais assisté à un procès. Pas d'obligation d'y participer, l'initiative vient des étudiants. Elle n'est pas inscrite dans leur programme, mais représente un intérêt pédagogique. La plus-value, c'est évidemment donc de pouvoir se lancer dans un autre type de procès avec des procédures et un droit complètement différent, puisque c'est le droit américain. Donc je pense que ça peut aussi leur donner une vue un petit peu différente de ce qu'est la justice. Comme en 1977, le procès très médiatique et à l'époque a aussi fait sale comble. Le Ted Bundy versaillais a réussi cette fois à échapper à la peine de mort, mais pas à la prison. Le jury d'étudiants plus clément l'a condamné à 30 ans de réclusion. Et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Wilfried Richy et ses invités pour le 7-8 politique. Pour ma part, je vous retrouve demain à 18h pour une nouvelle édition du 7-8 le journal. Je vous souhaite une très bonne soirée.